Aujourd'hui, pour conclure, on va voir l'œuvre de deux architectes importants, Jan Duiker et Bernard Beyevoet. En regardant ces deux architectes, on va voir l'influence de De Stijl dans leur œuvre, et aussi on va voir à travers eux, et en particulier à travers Bernard Beyevoet, l'influence qu'eux-mêmes vont avoir sur les productions en France. Le premier projet que je montre, c'est une petite pharmacie qui est évidemment extrêmement influencée, on est en 1926, influencée par le travail de Rietveld. On le voit ici, vous aviez vu le petit bâtiment de Rietveld, la bijouterie exposée à Paris en 1923. On est dans le même type de projet, extrêmement fin, avec des volumes un peu indépendants les uns des autres, à l'image du travail fait par les architectes et les artistes du mouvement de style. Duiker va faire une de ses œuvres majeures dans une rue centrale d'Amsterdam, juste en face d'un des grands monuments de l'école d'Amsterdam, qui est le théâtre Tuschinski, construit par De Jong. C'est un bâtiment avec une influence exotique dans son décor. Évidemment, ça convient bien à ce type de cinéma. Il y en a plusieurs exemples à Paris. En face de ce bâtiment, Duiker va être contacté par une chaîne qui construit des cinémas en France et qui va les semer un peu dans toute l'Europe, à Bruxelles, etc. Qui sont des cinémas tout à fait particuliers, des cinémas non-stop, des cinémas continus. Cette chaîne s'appelle Cinéac. Elle permet d'avoir un accès libre aux séances. Donc on peut rentrer à n'importe quel moment de la journée. Ces cinémas Cinéac sont souvent liés à des gares. Donc ils sont installés quelquefois dans des gares elles-mêmes. Et ça présente à la fois des films, mais souvent des films courts, des actualités, des dessins animés. Donc c'est une sorte de pratique du cinéma qui n'existe plus aujourd'hui. Le Cinéac d'Amsterdam, c'est le plus connu de cette chaîne de cinéma, mais ce qui compte, c'est finalement la signalétique. Donc là, on voit le premier plan de Jan Duiker pour ça. On est en 1833. Et vous voyez, dans le second plan, il a largement augmenté la hauteur des éléments de structure porteuse de la signalétique pour en faire un objet urbain, un point de repère urbain très fort. Le cinéma est situé dans un angle de cette rue très passante qui aujourd'hui est piétonne, je crois, et dans un terrain très compliqué dans lequel s'insère la salle elle-même avec un dispositif où la régie est sur la rue et elle est entièrement vitrée de façon à montrer l'activité du cinéma. L'intérieur de la salle, vous voyez, suit la forme triangulaire du terrain. L'écran et la salle sont tous dans des configurations courbes. Duiker va faire plusieurs autres projets, soit pour Amsterdam, soit ici pour La Haye, qui ne seront pas réalisés. Là, on est en 1935. Et puis, il va donc prolonger avec Bernard Beyevoet son activité d'agence en développement des thèmes autour du rapport entre l'architecture et la lumière naturelle. Ici, un projet en 1928 à 1931, un projet non réalisé pour une école de plein air à Hilversum. Et à Hilversum, après de nombreuses années de préparation du projet et de recueil des financements, il arrive, avec l'aide d'un homme politique local proche de la gauche, à réaliser avec Bernard Beyevoet et avec un ingénieur très important, ingénieur architecte. En fait, ils sont tous les trois ingénieurs, Jan Gerco Gebenga. Ils arrivent à réaliser un des projets qui sera leur projet majeur, qui est le sanatorium Zonnestrahl à Hilversum. Ce sanatorium
C'est un type de programme lié à la tuberculose. Pour soigner la tuberculose, les médecins ont besoin de faire participer les soins médicaux à des apports naturels de lumière solaire. Donc l'architecture devient un moyen de soigner. Voilà le site. Donc, vous voyez que le plan de masse est tout à fait nouveau par rapport aux dispositifs habituels où les plans, par exemple, d'hôpitaux sont réglés sur l'organisation symétrique des beaux-arts. Ici, on a une organisation symétrique, mais où chaque édifice n'est plus dans une composition de rapports géométriques orthogonaux, mais au contraire, ils sont complètement héliocentrés. Ce bâtiment de Drucker aura une influence. Il va participer à un grand nombre de projets de sanatorium liés à la tuberculose qui va être réalisé en Europe à la même période. Et évidemment, le plus proche de Drucker, c'est le sanatorium de Paimio d'Alvar Aalto, qui est là aussi, pour ce jeune architecte finlandais, l'occasion de réaliser un chef-d'œuvre totalement libéré des conventions architecturales habituelles. Chez Aalto, il le fait verticalement. Chez Drucker et Bernard Bevoet, on a un travail plus horizontal d'inscription dans un paysage, un immense parc, où le soleil, évidemment, est le partenaire essentiel du bâtiment. Et vous voyez dans tous les édifices l'extrême importance de la transparence, de la relation au paysage, et puis de la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Les chambres donnent toutes, comme on le voit ici, sur des grands balcons en extension de l'espace intérieur, où les malades pouvaient s'installer sur les transats comme on l'est sur le pont d'un navire. On a une innovation architecturale extrêmement intéressante sur le plan structurel, puisque le fait d'abandonner le mur comme étant la manière de séparer l'intérieur et l'extérieur, on voit apparaître une architecture qui fonctionne en porte-à-faux, qui fonctionne par des éléments pris en console, on le voit ici dans les structures, ou pris en encordellement, etc. Voilà, on voit l'équipement des chambres elles-mêmes. Et accompagnant ce projet, il y a tout un programme d'ateliers, ou d'exercices, ou de sportifs, ou évidemment un programme de restauration. Là, c'est la vue du restaurant. Voilà, les grandes galeries que vous voyez ici sont liées aux chambres. Là, on est dans le passage qui est la partie commune. Et vous voyez l'extraordinaire légèreté des structures, la très faible présence des poteaux qui sont à l'intérieur des volumes, et tous les éléments sont en console en périphérie, et la peau extérieure est une simple pellicule de verre. Il y a évidemment un rapport très important au paysage, à la nature, et on est comme un peu dans les usines Wendel, on est dans une efficience totale du rapport entre tous les éléments techniques, rien n'est caché. On voit ici apparaître les radiateurs qui sont montrés comme des tubes. Donc le rapport des continuités des structures intérieures, extérieures est extrêmement fort. Et ensuite, accompagnant donc, ces architectures des bâtiments principaux, il y a un très grand nombre de petits édifices
qui sont des ateliers ou des édifices de loisirs situés tout autour dans le parc. Duyker va poursuivre ce type de travail avec des projets scolaires. Donc ici, on est dans un bâtiment important à Scheveningen, qui est une école, vous voyez ici, dans un quartier assez dense de cette petite ville. Voilà les plans de l'école. Donc là aussi, la caractéristique extraordinaire des plans de Duyker et ceux de Beivut, c'est le fait qu'on entre dans une science de la composition qui n'est plus liée à l'organisation symétrique, équilibrée des éléments les uns par rapport aux autres. On a des plans, vous le verrez, qui sont extrêmement subtils dans leur configuration et extrêmement, de ce fait, extrêmement capables d'absorber les vicissitudes du site. L'autre point reconnaissable de l'architecture de Duyker et Beivut, finalement, c'est le fait qu'on quitte les règles de composition, et en particulier les règles de composition des façades. Les ouvertures des façades sont rigoureusement les conséquences des besoins intérieurs du vitrage, et quand vous regardez les façades, vous avez du mal à arriver à percevoir une composition qui pourtant est présente, mais on a l'impression, en regardant les façades, qu'on est dans des éléments presque techniques, qui sont très liés également aux coupes. Entre la coupe et la façade, on n'a pas tant de différence, et le bâtiment présente sa structure de façon totalement visible. Vous voyez ici les perspectives de ce bâtiment. Ici, on a plutôt une conséquence d'organisation qui est une conséquence fonctionnelle. Donc voilà le bâtiment actuel. Il apparaît, disons, par rapport aux écoles au sens traditionnel qui se présentaient comme représentatives de la présence de l'État ou de la présence de la ville, avec une façade symbolique, etc. Ici, on est plutôt dans un type d'architecture où on est plus dans un objet technique. L'école devient une sorte d'atelier d'enseignement, avec évidemment une présence extrêmement marquée de la lumière qui pénètre l'ensemble des espaces du bâtiment, les circulations et les salles d'enseignement. On voit ici que les circulations deviennent un thème architectural essentiel. Les espaces sont très généreux. Il y a des grands plateaux communs qui permettent aux élèves de se retrouver. On a, même s'il y a des galeries de connexion entre les salles de classe, ces galeries sont extrêmement larges, ce qui fait que la vie de l'école prend sa place dans l'intérieur même du bâtiment. Là, on voit les salles d'enseignement avec une très généreuse présence de la lumière, vous voyez, qui est absolument en périphérie de la totalité de la salle. Il n'y a pas d'espace plus clair et d'espace plus foncé. La présence des impostes permet de décoller les parties hautes et on a une lumière totalement égale. Ce thème de la lumière va devenir encore plus important dans certains types d'écoles qui sont là aussi liés à la tuberculose. Et Duyker va réaliser une école dite de plein air à Amsterdam, vous voyez, dans une situation urbaine extrêmement intéressante,
où l'école est au cœur d'un îlot d'habitation, avec un passage sous un bâtiment qui fait partie de l'école, et l'école a une géométrie qui, elle, est reliée à l'orientation solaire. Donc voilà les dispositifs de cette école dans l'îlot, au sein de l'îlot. Voilà les premières esquisses de façade, l'axonométrie montrant le principe d'ouverture des salles de classe sur des terrasses extérieures, et ces perspectives montrent que Deukers avait l'idée de faire la totalité de l'îlot, néanmoins ils n'ont pas eu la commande d'ensemble. Donc une première esquisse montrait l'accès du programme à travers juste un pavillon d'entrée. Le programme s'est étendu à des salles d'enseignement sur le côté rue également. Donc vous voyez le dessin des plans de Deukers et de Bayvoet sont des dessins extrêmement soignés, extrêmement précis du point de vue technique. On n'est pas du tout dans une architecture de représentation, on est dans une architecture de réalisation. Par exemple, l'ensemble du bâtiment est détaillé dans cette série de coupes. Toutes les menuiseries sont dessinées avec soin, à la fois dans leur ensemble et dans leurs détails. Là, on voit le travail extrêmement soigné, les mains courantes, etc. Les mobiliers sont prévus également, et on va jusqu'à dessiner l'horloge sur le mur intérieur. Ce thème des écoles de plein air, c'est un thème qui va parcourir toute l'Europe, et évidemment la plus célèbre ici à Paris est l'école de Bruno-et-Lotz à Suresnes. Ici, l'école de Deukers à Amsterdam est verticale, et les salles de classe s'ouvrent à la fois sur l'extérieur par les baies vitrées et sur une terrasse intérieure par des vitrages ouvrants. Voilà le bâtiment au moment de son inauguration, avec cet angle ouvert et ces terrasses où les cours peuvent être donnés, dispensés à l'extérieur. Donc on a commencé par construire l'espace intérieur, bien entendu, et il a terminé par la construction du pavillon intermédiaire dont on voit ici la maquette. Vous voyez que tout autour, l'architecture des logements est par contre extrêmement banale. Voilà le pavillon d'entrée avec des salles complémentaires. Donc ce bâtiment a été magnifiquement restauré. Là, on est sur l'accès à la terrasse. Et à nouveau, les circulations sont à la fois des lieux très généreux, baignés de lumière et colorés. Des salles de sport. Deukers va poursuivre ce travail sur le rapport de l'architecture et de la lumière dans le logement, autour du thème du logement. Il va faire une série de projets qui va appeler Nirvana, qui sont des bâtiments, là, une sorte de proposition théorique d'organisation d'îlots où les bâtiments sont là aussi en étoile, dont il va faire un ouvrage qu'il appelait Hochbau, dont on voit ici la couverture, et dont la couverture est marquée par cette série d'immeubles tours. Il va poursuivre cette tentative de projet d'immeubles à terrasse extérieure important, de projet de logement, par un système d'immeubles en quinconce. Et puis il va finalement avoir l'occasion d'en réaliser un, dont on voit ici les façades. Donc vous voyez, le principe structurel est là aussi une sorte d'extension sur l'extérieur des dalles du bâtiment, et un très généreux vitrage des logements eux-mêmes. Voilà la réalisation. On a soit des balcons que l'on voit ici sur les côtés, soit des loggias, les balcons étant prévus pour faire les connexions avec un hypothétique deuxième tranche, etc. De pouvoir associer les bâtiments les uns aux autres, ce qui n'a pas été poursuivi dans ce bâtiment. Donc, ce bâtiment reste un peu isolé, on le voit ici dans les balcons inachevés. Évidemment, ça reste un chef-d'œuvre du point de vue du principe du logement
et de la manière dont les logements sont éclairés. Donc on est exactement dans la même situation, avec une structure intérieure et incroyable transparence des appartements sur le domaine urbain. Voilà, il va continuer à poursuivre ce travail et obtenir toujours à Hilversum une commande qu'il va développer avec l'ingénieur Divenga et avec Bernard Bevout qui terminera la construction du bâtiment pour un hôtel Goyland, qui est un hôtel comprenant à la fois des chambres et aussi des services très importants en taille, restaurant, et un théâtre. Voilà les perspectives pour cet hôtel. Le plan, là aussi, vous voyez que la composition du plan est extraordinairement libre. Le théâtre suit sa propre logique, les espaces d'entrée, le grand hall, les espaces de service et l'organisation des chambres, se faisant finalement, là, encore une fois, en éventail. Ce thème spatial de l'éventail, c'est vraiment le cœur du travail de Duycker. Le dessin des espaces intérieurs, le théâtre et les détails de réalisation. Duycker mourra assez jeune, il restera ami avec Bevout, on va en parler, et après sa mort, Bernard Bevout achèvera la construction, il reviendra de Paris en Hollande pour achever la construction de ce bâtiment et en particulier le théâtre.